Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le plaisir d'accueillir un ami, un savant, un connaisseur de la question, de beaucoup de questions, mais surtout de la question palestinienne et l'État d'Israël. Il a coordonné et édité un numéro spécial de Confluence Méditerranée. Je suis très content, c'est rare que je sois très content, mais là je suis vraiment très content d'avoir coordonné ce numéro de Confluence, parce qu'en fait, j'ai regardé, il n'y a jamais, pas seulement dans Confluence, mais dans des autres revues, un numéro consacré à la société israélienne. Bien sûr, au conflit israélo-palestinien, il y en a des dizaines et des dizaines, à tel ou tel aspect géopolitique, mais à la société israélienne elle-même, dans son rapport évidemment, avec le peuple palestinien et la Palestine, ça n'existe pas. Et c'est au fond, je crois, ça me tenait à cœur de le faire. Au départ, c'était un livre, avec 3 auteurs, René Bachmann, Sylvain Sipel et moi. Et puis, le hasard a fait que le numéro de Confluence qui se préparait n'était pas prêt. Et donc, Pierre Blanc, le directeur de Confluence, m'a dit essaye d'en faire un numéro avec d'autres auteurs. Donc on a fait très vite, en fait. Ça a été bouclé en l'espace d'un mois et demi, quoi. Et c'est peut-être pour ça que c'est bien, à mon avis, parce que les gens n'ont pas traîné, ils ont réagi très vite aux demandes qu'on leur a faites et qui étaient impromptues. Il ne s'était pas prévu qu'ils écrivent. Alors au fond, l'idée, c'est quoi? C'est que le talon d'Achille de la réflexion aussi bien universitaire que du travail journalistique sur le conflit israélo-palestinien, le talon d'Achille, c'est qu'on ne s'occupe pas des sociétés, ni de la société israélienne, ni de la société palestinienne. On fait comme si un conflit, c'était uniquement ce mot que Bertrand Badi, mon collègue et ami, déteste, la géopolitique. Non, aujourd'hui, la géopolitique, ça se fait, bien sûr que ça existe, mais ça existe avec des sociétés. Et plus ça va, moins les puissances sont puissantes, comme on le voit très bien dans les mois qui se sont écoulés, et plus les sociétés, elles, deviennent puissantes. On pourrait prendre beaucoup d'exemples, notamment au Moyen-Orient, de la capacité des sociétés à bousculer une situation, pas forcément à gagner, on l'a vu avec les révolutions arabes, mais à être un facteur majeur de l'évolution des choses. Donc on a voulu faire ça avec comme idée d'éclairer des questions que les gens, en général, même dans nos milieux qui s'intéressent au Proche-Orient, ne connaissent pas bien, sur la société israélienne en particulier. Mais on avait fait la même chose, le numéro d'avant, sur la société palestinienne. Alors, l'idée, c'était quoi? C'était de prendre les questions, non pas toutes les questions, parce qu'il y en a évidemment énormément, mais les questions qui sont celles où les auteurs que nous avons choisis pouvaient apporter les choses les plus neuves. Donc le numéro s'ouvre sur une interview que vraiment j'ai eu un immense plaisir à faire de Gadi Al-Ghazi, qui est un grand historien israélien. C'est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, le premier refusnik de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire le premier jeune juif israélien qui a refusé d'aller faire son service dans les territoires occupés, ce qui lui a valu 1 an de prison. C'était en 1979. Ça ne nous rajeunit pas, ni toi, ni moi. Donc, qu'est-ce que Gadi traite? Il traite d'une chose que je n'avais jamais vue traiter. C'est-à-dire, pourquoi cet État d'Israël, qui, à sa naissance, avait ses allures presque socialistes, égalitaires, on avait l'impression parfois que même les chansons ressemblaient à des chansons soviétiques, les dirigeants venaient des pays de l'Est, enfin bon, comment cet État est devenu cet État ultralibéral, presque, je l'appelle moi, dans l'article que je fais, le meilleur élève de la classe néolibérale. À la fois par ses succès, j'y viendrai, macroéconomiques, c'est-à-dire ça marche, il y a de la croissance, il y a peu de chômage, etc., etc., et un record de pauvreté et d'inégalité. Donc c'est ça, la classe néolibérale, c'est typiquement ça. Donc Gadi essaye d'expliquer comment on passe de l'un à l'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas une réflexion comme d'habitude, où on dit oui, il y a eu 67, à partir de 67, il y a l'occupation, tout change. Non, pas du tout. Gadi explique, et je ne développe pas, chacun pourra le lire, qu'en fait,
pour les dirigeants sionistes, le fait d'avoir une société égalitaire, autoritaire, autour d'un parti, avec tout un réseau social qui aide les gens à vivre dans des conditions difficiles à l'époque, c'était la condition sine qua non pour mettre en œuvre le projet colonial, le projet de dépossession des Palestiniens. Parce qu'il fallait bien des colons, et des colons convaincus. Et à partir des années 30, mais ensuite avec la Nakba et la suite, il fallait une société à même, suffisamment cohérente, suffisamment convaincue, pour faire, excusez-moi pour parler, je parle un peu franc, le sale boulot, quoi. Ce sale boulot n'aurait pas pu être fait par les pauvres d'aujourd'hui, par ceux qui sont victimes aujourd'hui des inégalités. Il fallait une société engagée dans ce projet colonial. Aujourd'hui, que grosso modo, c'est fait, et que ce qu'il reste à faire, c'est surtout à annexer, c'est-à-dire à passer de l'annexion de fait à l'annexion de droit. On sait que ça a failli se faire en juillet 2000, et puis Netanyahou a préféré faire les accords d'Abraham. Donc retourner le projet en disant « je n'annexe pas si vous signez avec moi les accords que chacun ici connaît ». Donc on a une situation où, au fond, à partir de la victoire de la droite, c'est-à-dire en 1977, la société a pu devenir une société libérale, une société assez struggle for life, où chacun paye, et paye lourd les dépenses d'armement, qui sont les plus élevées du monde en pourcentage du PIB. Donc voilà, je trouve je conseille à tout le monde de la lire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le Confluence Méditerranée, ça se trouve sur Kern. Donc vous pouvez acheter un article, si vous voulez. Non, ben c'est pas trop tard, vous pouvez tout lire comme ça, c'est bien. Mais je veux dire, ça vaut, ce texte-là en particulier est un texte absolument lumineux que je n'avais personnellement jamais lu, qui met en rapport le projet colonial et l'évolution du modèle de société. Ensuite, on a, je vais dans l'ordre du livre, un texte très intéressant de Sylvain Sipel, qui a été rédacteur en chef au Monde et correspondant aux États-Unis, on en parlera à la fin, qui travaille sur les deux mémoires, qui sont toutes les deux des mémoires souffrantes ou en souffrance, celle de la Shoah, celle de la Nakba. La première est omniprésente, dès l'enfance jusqu'à l'âge de la fin, on ne parle quasiment que de ça en Israël, mais c'est une mémoire manipulée. C'est-à-dire que le judéocide, pour l'appeler par un nom précis, est découpé complètement, isolé de son contexte, qui est l'histoire du nazisme, du projet nazi, du projet colonial nazi en direction de l'Europe centrale et orientale. Bref, la Shoah devient un événement en soi, qu'elle est évidemment, mais coupée de toute explication globale et rationnelle. Et de l'autre côté, on a une mémoire de la Nakba qui est complètement taboue, mais dont tous les inconscients israéliens savent ce qu'elle a été. C'est-à-dire, on ne sait pas, mais on sait tout. Parce que chaque Israélien a, pas loin de chez lui, un village arabe qu'on a détruit et dont il reste des tas. Il suffit de regarder, quand on se promène en Israël, on voit des cactus. D'où viennent les cactus? Comment ils se sont développés dans l'architecture paysanne et urbaine aussi. Donc, c'est une double mémoire. Si on ne comprend pas cette mémoire, cette double, on ne comprend rien aux réactions de la société israélienne. C'est énormément... c'est décisif pour comprendre les évolutions politiques des Israéliens que d'avoir en tête cette mémoire de la Shoah qui rejaillit chaque fois, par exemple, qu'il y a un attentat kamikaze. Ça renvoie à la blessure que représente la Shoah et la blessure de la Nakba, dont chacun sait ce qu'on a fait réellement en 1948 et après, puisque la Nakba, en fait, elle continue. Troisième article, c'est un article que j'ai fait, je l'ai un peu présenté tout à l'heure, en fait, de manière générale. C'est un article qui essaye de montrer comment Israël est à la fois un pays qui a des résultats macroéconomiques exceptionnels et en même temps le pays roi des inégalités, de la pauvreté. Je pourrais y revenir si tu souhaites qu'on en parle.
il y a peu d'exemples aussi frappants des deux faces du néolibéralisme. Il y a la face succès globaux pour le grand patronat, pour les grands investisseurs, et d'un autre côté, oui, des inégalités à l'américaine, on peut dire. D'ailleurs, dans les chiffres de l'OCDE, Israël et les États-Unis se battent pour savoir qui est le plus mauvais en matière de pauvreté et d'inégalité. Ensuite, on a un article très intéressant de Jacques Bendelak, qui est un économiste israélien, pas du tout révolutionnaire, pas le moins du monde, mais très conscient des réalités de classe de l'économie et de la société israélienne. Et il travaille sur un sujet dont tout le monde parle, mais sans jamais l'étudier, c'est-à-dire ce qu'on appelle, vous savez, on dit qu'Israël est passé de l'état des kibbutz à la Startup Nation. Donc c'est l'état du high-tech. Sauf que l'article de Bendelak montre à la fois comment le high-tech, à partir de l'armée et des anciens officiers, parce qu'on est à la retraite à 40 ans quand on est officier en Israël. Donc tous ces anciens officiers ont été formés par l'armée et sont devenus des pionniers du high-tech. C'est eux qui ont créé le high-tech bien connu, sécuritaire, lié à l'armement, lié à tout le système de sécurité. Quand vous allez à l'aéroport, vous passez devant les radars qui vous déshabillent, vous ne le savez pas, mais vous êtes complètement nu pour celui qui regarde, c'est des produits israéliens. Tout ce que vous voyez dans un aéroport occidental, et pas seulement, aussi à Moscou, c'est israélien. Donc là, Bendelak montre toute cette vague... Et quand le Maroc... Voilà, c'est avec Pegasus, qui est un logiciel israélien qu'il continue à utiliser. Et comme vous l'avez vu, c'était des cadeaux que Netanyahou faisait en échange du développement des relations avec Israël. Il offrait à des dictateurs, souvent, ou à des leaders populistes comme Orban ou comme Kaczynski, Pegasus. C'était la manière de payer les nouvelles relations ou le développement des relations avec un certain nombre de pays. Ça a été jusqu'à 70 pays. Aujourd'hui, ça c'est un peu diminué parce qu'il y a eu beaucoup de scandales, donc des choses, des députés d'opposition, des syndicalistes, des journalistes, etc. Même un président de la République française a été espionné par Pegasus. Apparemment, ça ne l'a pas beaucoup gêné parce qu'il a poussé un cri juste une fois, puis après, il s'est arrangé avec Naftali Bennett. C'est assez curieux. En arabe, on dit Darb el-Habib Zbib. Oui. Quand celui qu'on aime nous frappe, c'est comme des bonbons. C'est ça, c'est ça. C'est un peu ça, voilà. C'est ça. C'est plus que des bonbons, même, là, je crois. Voilà. Donc, Bendelak montre ça, mais il montre aussi, c'est très intéressant, la crise de high-tech israélien, dont personne ne parle. Alors là, pour moi, c'est la première fois que je voyais, je savais que ça existait, mais une analyse aussi forte. Parce qu'à partir d'un moment, l'État a arrêté d'investir. Donc, le high-tech est redevenu ce qu'il aurait dû être dès le début, c'est-à-dire une économie normale. Pas une économie subventionnée, comme on subventionne les produits de première nécessité. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est une question importante dans un certain nombre de pays de la région. Ensuite, Pierre Blanc, donc le rédacteur en chef de Confluence, fait une étude, je ne rentre pas dans le détail, sur le caractère géopolitique du modèle agricole israélien. C'est-à-dire cette affaire de modèle agricole des kibbutz, etc., n'est pas seulement une technique d'agronomie, c'est surtout un projet mis au service de la colonisation, là aussi. Mais un projet qui connaît ses limites. C'est-à-dire aujourd'hui, ce modèle-là ne fonctionne plus, parce qu'il est un modèle intensif qui coûte des quantités d'eau phénoménales. Alors, il y en a, puisqu'on prend l'eau des Palestiniens de manière massive, hein, mais même avec l'eau des Palestiniens, ça pose un problème, il faut revoir ce modèle. Mais comme c'est un modèle nécessaire pour la colonisation, il y a là des contradictions qui demeurent. Ensuite, on a un article que je trouve aussi très intéressant, très nouveau d'ailleurs, de René Bachmann, qui est un journaliste qui a été longtemps au Nouvel Obs et qui est maintenant à Mediapart, enfin qui fait des éditos, disons, et de l'information à Mediapart. Il est retraité, donc il donne un coup de main, quoi. Et il fait un travail sur l'armée. Alors tout le monde sait que l'armée en Israël est un élément essentiel de l'État et de la société. Il suffit d'aller là-bas, on ne peut pas ne pas être frappé par le fait qu'on voit partout des fusils portés par des gens en uniforme, ou sans d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens
sans uniforme qui en portent, notamment les colons, quand ils se promènent en Israël même, qui reviennent chez eux, là où c'est vraiment chez eux, je veux dire. Ils sont armés, ils gardent leurs armes. Donc, tout ça, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, et c'est ce que Bachmann nous montre, parce qu'il connaît bien le sujet, c'est qu'aujourd'hui, cette armée qui a longtemps été laïque, dont les cadres venaient des kibbutz, venaient du mouvement travailliste, du mouvement socialiste à l'israélienne, évidemment, ce sont de plus en plus des cadres religieux, y compris ultra-orthodoxes. Ce qui pose évidemment des problèmes majeurs. Je prends l'exemple que vous connaissez sans doute du retrait des colons de Gaza. Bon, ça a été mis en scène avec beaucoup de tragique, et voilà, c'était pas aussi tragique que ça. Les colons partaient de Gaza, on les remettait en Cisjordanie, ou pour certains, ils rentraient en Israël. Donc. Mais on a vu à ce moment-là que l'armée devait se confronter à une extrême droite puissante, déjà à l'époque, c'était 2005. Voilà, alors si l'armée est ultra-orthodoxe, largement, comment elle va faire si elle est confrontée à des colons ultra-orthodoxes qui ne veulent pas obéir à des décisions prises éventuellement un jour, Inch'Allah, par la Knesset et le gouvernement israélien. On a ensuite une étude absolument étonnante d'une jeune doctorante qui s'appelle Nitzan Perelman, qui est israélienne, c'est une militante pacifiste très active. Elle a étudié tous les discours politiques et médiatiques, y compris institutionnels, racistes, pendant le printemps de l'an dernier. C'est-à-dire elle a été fouillée, ce que personne n'avait fait, dans les procès-verbaux de la Knesset, dans les journaux publiés, sur Internet, etc., pour montrer quelque chose d'étonnant. Alors on savait qu'il y avait, parallèlement à la montée de la droite et de l'extrême droite en Israël, comme dans bien des pays, ne parlons pas d'une autre, une montée du racisme, et notamment sous ses formes anti-arabes et islamophobes qu'on trouve mélangées de manière claire en Israël. Sauf que, quand on dit racisme anti-arabe en Israël, c'est aussi anti-chrétien. C'est pas seulement anti-musulman. Ici, on n'en a pas conscience, au moins. Mais là-bas, c'est une vraie question pour l'histoire de cette terre, qui est quand même une terre de 3 religions, pas de 2. Hein. Donc, elle a fait un travail étonnant qui montre que tout le blabla qu'on nous sert souvent sur la coexistence judéo-arabe, qui a ces lieux presque sacrés que sont Haïfa ou Jaffa, etc., où on nous dit tout va bien, on s'aime, on a fait un seder de Pâques ensemble entre arabes et juifs. Ça existe. Ça existe, bien sûr. Mais globalement, dès que les choses se tendent, comme c'était le cas au printemps l'an dernier, je ne reviens pas sur les événements, on a une poussée comme d'eczéma, mais d'eczéma raciste. Et avec des aspects terribles. Je ne veux pas insister, je n'aime pas faire des discours qui... Voilà. Mais enfin, on a eu des lynchages, quoi. On a eu des lynchages de citoyens arabes à Bat-Yam, au sud de Tel Aviv. Il y a eu aussi des contre-lynchages, hein, bien sûr. Mais je veux dire, le racisme, ce n'est pas un racisme simplement verbal. Hein, c'est vraiment un racisme qui peut prendre des aspects violents et terriblement violents. Surtout quand il s'agit, c'est un peu comme chez nous, des forces de sécurité, des forces de police, qui sont particulièrement disponibles pour ce genre d'attitude et de discours. Il y a aussi un article, il ne vient pas longuement parce que c'est une chose un peu plus connue, de Jean-Paul Chagnolo, le président de l'IREMO, qui est un juriste de formation, et qui montre pourquoi on ne peut pas avoir à la fois la démocratie et la colonisation. Qu'il y a une contradiction structurelle qui ne peut pas être surmontée. Alors, dans d'autres termes, ça s'appelle le rapport de B'Tselem, le rapport de Human Rights Watch, le rapport d'Amnesty sur l'apartheid. L'apartheid, au fond, c'est ça, c'est la contradiction entre la volonté d'avoir, comme on disait, un État juif et démocratique, mais s'il est démocratique, alors que se passe-t-il s'il y a une majorité arabe? Et c'est le cas aujourd'hui. Hein. Sur l'ensemble de l'ex-mandat britannique, aujourd'hui, il y a plus d'arabes que de juifs. Donc si on fait la démocratie, l'État ne peut plus être juif. Donc si on veut qu'il reste juif, il faut qu'il ne soit pas démocratique, en tout cas pour les Arabes.
de manière brutale pour les Arabes de Cisjordanie, de manière un peu plus complexe pour les Palestiniens d'Israël, qui ont le droit de vote, qui ont le droit d'être élus, qui ont des députés, mais qui, pour toute une série de raisons, y compris légales, sont discriminés dans des aspects essentiels de leur vie. Ensuite, on a un article que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, personnellement, je dois le dire, et qui m'a rappelé une conversation que nous avions eue tous les deux, qui était à Midi de l'IREMO. Tu te souviens, on avait fait à Midi de l'IREMO sur l'enquête du CAREP sur les opinions arabes. Alors on avait parlé beaucoup des accords d'Abraham, puisque le sondage montrait qu'il n'y avait que 6% des Arabes de toute la région qui approuvaient la normalisation avec Israël dans les conditions d'aujourd'hui, pas en soi, mais si c'est sur le dos des Palestiniens, pour dire les choses simplement. Mais on avait aussi remarqué, c'est toi qui me l'avais fait remarquer, que dans le sondage, on était frappé par la montée des idées de laïcité. Dans tous les pays du monde arabe qui étaient l'objet de ce sondage. C'était quand même 27 000 personnes interviewées dans 13 pays, hein, si ma mémoire est bonne. Eh bien, on a le même phénomène en Israël. C'est-à-dire que cet État qui a été pas loin d'être une théocratie, il n'était pas tout à fait, mais enfin, il avait des dimensions théocratiques, aujourd'hui, et de un, personne n'en a parlé, le résultat des élections, les dernières, c'est pas seulement que Netanyahou est parti, c'est qu'il n'y a plus de parti ultra-orthodoxe au gouvernement. C'est la première fois, depuis très longtemps, depuis les années 80, qu'il y a un gouvernement sans parti ultra-orthodoxe, qui jusque-là était le parti charnière et le parti maître-chanteur, qui échangeait des privilèges pour les ultra-orthodoxes et pour les orthodoxes en général, d'ailleurs, hein, pas seulement ultra, contre le soutien aux coalitions. Mais le plus important, c'est pas le fait que les partis soient partis, c'est important évidemment pour le paysage politique israélien, mais c'est que l'opinion juive, dans sa majorité aujourd'hui, et quand je dis majorité, c'est les 2/3, se prononce pour une forme de laïcité à l'israélienne. Séparation de l'Église, de la synagogue et de l'État, liberté de culte et égalité des cultes, y compris entre les cultes juifs, qui ne sont pas égaux aujourd'hui en Israël, c'est les orthodoxes qui dominent et qui font la loi, hein, mais aussi toute une série, si vous voulez, on en reparlera, de libertés que les Israéliens juifs revendiquent, comme le fait qu'on puisse voyager le Shabbat, qu'on puisse avoir des magasins ouverts le Shabbat, qu'on puisse avoir un mariage civil, un divorce civil. Le film Le procès de Madame Amsalem, ça n'existerait plus si ces réformes étaient mises en œuvre. Vous savez, je ne sais pas si tout le monde le sait, une femme israélienne dépend du tribunal religieux pour pouvoir divorcer. Or, le tribunal religieux considère que si elle n'a pas l'autorisation du mari, elle ne peut pas divorcer. Et comme les tribunaux religieux, c'est que des hommes, et pas des hommes particulièrement féministes, vous savez qu'un juif religieux, il n'est pas obligé, mais il peut prier le matin, on le voit dans le film Amos Gitaï, Kadosh, merci Dieu de ne pas m'avoir fait femme. La journée commence bien. Hein. C'est pas obligatoire, hein, mais enfin, ça existe. Ça existe vraiment. C'est pas un cas isolé, c'est pas une anecdote. Hein. Donc on a, si vous voulez, une aspiration dont personne ne peut dire aujourd'hui jusqu'où elle modifiera les choses, mais qui est en train de faire bouger les lignes parce que la majorité des partis représentés dans la coalition actuelle, dont je dirais beaucoup de mal si on parle de Jérusalem, mais là je ne peux pas en dire autant de mal parce qu'ils sont disposés à faire des pas en avant vers un modèle plus laïque. Entre parenthèses, ça pose un gros problème. Parce que si l'État d'Israël est un État juif, ça on le sait avec sa loi fondamentale du 19 juillet 2018, mais il ne sera plus juif au plan religieux, s'il y a séparation de la synagogue et de l'État. Donc ça créera une situation nouvelle. Je ne dis pas qu'on en sera à l'idéal de ton ami Azmi Bishara, l'idéal de l'État de tous ses citoyens, mais sur le plan civil, des rapports entre religion et État, on aura peut-être fait, si les choses se prolongent, de grands pas en avant. On a deux derniers articles dont je voulais signaler l'importance, à mon avis. D'abord, j'étais très content qu'il ait accepté d'écrire un des
meilleur, sinon le meilleur spécialiste du cinéma israélien, qui s'appelle Jérôme Bourdon, et qui a le courage de faire un article que personne ne fait. Je vous incite, si vous en trouvez un, vous me le dites, personne ne fait ça, de dire à la fois combien le cinéma israélien est courageux quand il le veut, quand il le peut, quand il en a les moyens, et fait des films qui sont des films très critiques à l'égard de la société israélienne, bien plus que le cinéma français n'est critique à l'égard de la société française, mais que, ce faisant ces films critiques, il contribue à améliorer l'image d'Israël. Donc il y a une contradiction très forte, mais il ne faut pas la résoudre dans un sens uniquement ou dans l'autre uniquement. C'est, comme dit l'autre qui vient d'être élu, en même temps. Moi, je crois que la seule chose qui restera dans 50 ans d'Emmanuel Macron, c'est cette idée de « en même temps », qui est en fait une idée très intéressante, qui permet de réfléchir à beaucoup de sujets. Dernier papier, et j'arrête là, c'est un papier à nouveau de Sylvain Sipel, puisqu'il a été pendant 5 ans correspondant du Monde aux États-Unis, et il montre un phénomène qui est pas unique dans son développement, mais unique dans sa force, c'est la prise de distance d'une partie presque majoritaire des Juifs américains avec la politique qui a été mise en œuvre par Trump et Netanyahou. Et ce n'est pas par hasard que je dis Trump et Netanyahou, c'est parce que Trump et Netanyahou ont mené cette politique d'une manière très agressive que les Juifs américains en ont souffert, beaucoup. C'est-à-dire, ça a aussi relancé l'antisémitisme aux États-Unis. Les chiffres là, des dernières qui ont été publiés il n'y a pas longtemps sont très inquiétants. C'est pas nouveau pour quelqu'un qui travaille sur cette question. Je sais que depuis les années 30 et 40 et 50, il y a toujours eu un antisémitisme très fort aux États-Unis. Mais là, il a retrouvé, du fait de la politique insupportable, pour dire les choses simplement, de Trump et de Netanyahou, il a retrouvé une vigueur étonnante. Donc, la majorité des Juifs américains ont pris des distances très nettes. Et je dirais pas seulement avec la politique de Netanyahou et de Trump, mais aussi avec le judaïsme centré autour d'Israël. Les gens sont juifs et le resteront, bien sûr. Mais les jeunes juifs disent, nous, notre judaïsme n'a pas à voir avec le rapport à l'État d'Israël. C'est une autre question, c'est une question politique. Ils sont critiques, mais je veux dire, pour eux, c'est deux questions différentes. Et on a pour symboliser un peu ce que je dis, et pour ne pas rester dans l'abstraction, il y a un sondage qui date de juillet 2021, donc pas très longtemps. Un quart, écoutez bien, un quart des Juifs américains disent Israël est un État d'apartheid. Et, incroyable, mais vrai, une majorité, petite, 50 et quelques, de Juifs américains disent il faut donner moins d'argent à Israël pour freiner la colonisation. Donc ça, c'est aussi des choses dont on parle très peu. On a l'impression de blocs monolithiques qui sont les Juifs, les musulmans, les chrétiens, tout ça. Dès que vous entendez, à mon avis, et je conclus là-dessus, le mot les, c'est sûr que c'est pas juste. Ça n'existe pas. Et notamment, et c'est au fond le but de cet exercice que nous avons fait, c'est de montrer toutes les contradictions d'une société. En réalité, et je conclus là-dessus, on peut dire que la question judéo-arabe ou israélo-palestinienne est évidemment celle qui surdétermine toutes les contradictions de la société israélienne. Si on ne prend pas en compte cette surdétermination, on ne comprend rien. Mais il y a d'autres contradictions internes à la société qui sont au moins aussi motrices que le conflit israélo-palestinien. Par exemple, laïcs religieux, par exemple, juifs ashkénazes, juifs orientaux, par exemple, anciens juifs qui ont grandi, ce qu'on appelle les sabras, et nouveaux immigrants. Bref, il y a toute une série, pour ne pas évidemment parler des questions de classe entre riches et pauvres, qui sont comme dans n'importe quelle société des questions centrales. On a vraiment voulu, avec ce numéro, montrer la masse de contradictions motrices de cette société. Et si on faisait, on l'a fait pour une part, le même exercice pour la société palestinienne, on obtiendrait, à mon avis, les mêmes résultats. C'est une société infiniment plus mue par ses propres contradictions,
au moins autant que par le conflit contre le colonisateur. Et on n'en parle pas. Sauf quand Mahmoud Abbas décide de supprimer les élections législatives et présidentielles qui devaient avoir lieu parce que l'immense masse des Palestiniens s'est inscrite sur les listes électorales et voudrait dire ce qu'elle pense de la politique de Mahmoud Abbas. Pour votre information, il semble qu'il ait trouvé une occupation pour le 9 mai, Mahmoud Abbas. Il va à Moscou aux cérémonies, semble-t-il. Ben merci. Il va à Moscou peut-être en passant par Damas. Par exemple. Avant de reprendre quelques titres qui m'ont un peu interpellé, dans ce que tu viens de dire, il y a 3 ou 4 points, je veux que tu les développes, ou plutôt des interrogations aussi. Tu parlais de la génération que les Israéliens, même s'ils ne parlent pas du Nakba, savent qu'est-ce que c'est le Nakba. Est-ce que tous les Israéliens savent qu'est-ce que c'est le Nakba? Est-ce que la jeune génération qui a été inondée par la propagande très intelligente, pas la propagande à la basse, la propagande à la Sharon, à la Netanyahu, est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est le Nakba? Tout dépend si tu veux me faire dire ce que les Israéliens savent consciemment ou ce qu'ils savent inconsciemment. Si on veut comprendre ce que les Israéliens savent consciemment et inconsciemment de la Nakba, on peut prendre l'exemple de la guerre d'Algérie, chez nous, en France. Tout le monde sait qu'on a colonisé, qu'on a fait des horreurs pendant la colonisation, qu'on a fait une guerre atroce contre des adversaires ou des ennemis qui n'étaient pas des enfants de cœur non plus, bien sûr. On sait qu'on a torturé. N'importe quel môme sait qu'est-ce que c'est la gégène. Hein. C'est pas la peine de faire des discours. D'ailleurs, Le Pen lui-même a expliqué qu'il avait fait de la gégène et qu'il avait essayé... Non, c'est Massu qui a dit qu'il avait essayé sur lui-même pour voir ce que ça faisait. Enfin, bon. Donc, c'est à la fois une conscience limitée au sens de la connaissance historique de ce qui s'est passé entre 47 et 49 et ensuite en 67. Qu'en 67, on l'a sous les yeux, hein, la conséquence quand même. Mais c'est quelque chose que tout le monde sait. Et c'est pour ça que c'est très, comme dit Sipel dans son papier, c'est une conscience souffrante. C'est comme... Prenons un autre exemple. J'aime bien faire des parallèles parce que ça aide à ne pas isoler les phénomènes. Quelle est une des raisons, pas la seule évidemment, du soutien populaire dont a bénéficié Israël, notamment en Occident, mais pas seulement, au début de son existence? C'est la mauvaise conscience des Occidentaux qui savaient très bien que leurs dirigeants qui ont collaboré avec les nazis, je parle des Européens évidemment, les États-Unis c'est autre chose, avaient contribué. Quand Zemmour nous explique aux Français que Pétain n'est pour rien dans la déportation et le génocide de 76 000 Juifs, les gens savent très bien, plus ou moins d'une manière, savent très bien que c'est pas... Et cette mauvaise conscience-là, elle est redoutable. Je ne sais pas si tu es familier de l'Allemagne. C'est un pays que j'aime beaucoup, c'est un pays où je parle sa langue, je connais sa culture, j'ai beaucoup... Depuis que je suis tout môme, j'étais Bon, pour aller vite, mon père était à Auschwitz, et quand il est revenu d'Auschwitz, il a dit « on ne va pas en rester là. Ce n'est pas un problème de juifs et d'allemands, c'est le nazisme, ce qu'il a signifié, son projet colonisateur et génocidaire. Donc il n'y a aucune raison de faire comme tel ou tel philosophe, je pense à Vladimir Yankelevitch, et à dire « je ne lis plus Goethe, je n'écoute plus Beethoven, etc. » Bon, mon père était à l'inverse, ma mère aussi, mais elle n'était pas à Auschwitz, elle était cachée pendant la guerre. C'était l'idée, il fallait réentamer le dialogue. De peuples, pas seulement de Gaulle et Adenauer, les peuples.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très frappé quand je dis ça pour dire ce que je vais dire n'est pas méchant, n'est pas critique, c'est un constat de fait. Quand on est en Allemagne, on ne peut pas faire comprendre qu'il faut être solidaire des Palestiniens dans la lutte pour leurs droits. Parce que le passé est tellement lourd, la culpabilité même des gens qui n'ont rien à voir, puisqu'ils sont nés après et bien après aujourd'hui, cette histoire-là, ça pèse très lourd et ça empêche une prise, même des amis, pour dire un secret, il ne faut pas le répéter. Nos amis du monde diplomatique en allemand, qui est publié par Taz, Tageszeitung, un journal très à gauche, très sympathique, etc., sur Israël-Palestine, ça les gênait toujours. Il fallait qu'on leur tire l'oreille pour qu'ils ne fassent pas des traductions enjolivées. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette culpabilité qui pèse. C'est la même chose en Israël, c'est-à-dire la conscience inconsciente de tout ce qui s'est passé, et de ce qui se passe encore aujourd'hui, parce que quand même, les Israéliens le voient. C'est pas vrai quand on dit les Israéliens ne voient pas, mais si, bien sûr qu'ils voient. Ils voient parce qu'il y a des journaux, il y a des télés, il y a des radios, il y a des gens, je veux dire. Bon, cette conscience-là, elle n'est pas un facteur positif. La mauvaise conscience, ça donne la culpabilité, ça donne des phénomènes, au contraire, de raidissement. Zemmour est un très bon exemple. Hein. Je n'ai aucune sympathie pour ce monsieur, mais quand on réfléchit, qu'est-ce qui meut Zemmour ? Bien sûr qu'il y a l'idéologie, évidemment. Bien sûr qu'il y a la conviction, enfin c'est un maurassien, c'est un homme qui est dans la lignée de l'extrême droite française depuis bien longtemps. Mais en même temps, c'est un juif berbère qui a une double haine des Arabes. Une haine comme pied noir, parce que sa famille était du côté de l'OAS, hein, du côté du terrorisme français anti-arabe en Algérie, mais aussi comme berbère. Il a ce qu'on trouve parfois chez les berbères, je dis parfois par politesse, c'est-à-dire le sentiment que les Arabes aussi sont des colonisateurs, ils sont arrivés après. Si on n'a pas en tête toutes ces motivations plus ou moins conscientes, plus ou moins inconscientes, on ne comprend pas l'évolution d'un Zemmour, ni celle de beaucoup d'Israéliens, ni celle de beaucoup de Français qui... Enfin, je ne veux pas en rajouter, mais moi j'ai des souvenirs d'amis qui étaient un peu plus âgés que moi, donc moi je n'ai pas connu la guerre d'Algérie, j'ai connu comme gamin, quoi. Puis ma mère était dans les réseaux de porteurs de valises, donc je connaissais assez bien, très jeune, ce que c'était que le FLN, ce que c'était que la torture, et voilà. Mais j'avais pas l'âge d'aller en Algérie, mais j'avais des amis plus âgés qui avaient été en Algérie. Quand on passait des soirées, qu'ils buvaient un peu et voilà, on avait les tabous tombaient un peu, j'ai entendu des choses terribles sur ce qu'ils avaient fait. Et c'était pas des mauvaises personnes, hein. C'était pas des malades, c'était pas des gens. Non, mais pris dans l'engrenage colonial, pris dans l'engrenage de l'armée, du terrorisme et du contre-terrorisme, et la torture parce qu'il faut empêcher, enfin on connaît tous ces arguments aussi stupides en Syrie qu'ailleurs, hein. En plus en Syrie, il n'y a aucune argumentation de ce type qui puisse tenir, évidemment. On voit combien c'est extrêmement pervers, quoi. Plus on a fait des saletés, et plus on a tendance à justifier les saletés. Et pas seulement celles du passé, mais celles d'aujourd'hui et de demain. Tu as dit, comme ça, en passage, que les officiers israéliens prennent leur retraite à 40 ans. Est-ce qu'il y a une explication ? Moi, j'essaie toujours d'avoir une explication politique, ou bien c'est purement technique. Moi, je pense que comme il y a une volonté de militariser la société, de réinjecter des militaires sous une autre forme, qu'on leur donne leur retraite à 40 ans. Bon, je ne vais pas jurer sur les 40 ans dans le détail, hein, parce que moi, les gens avec qui j'ai parlé, c'était il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Je n'ai pas de contact particulier avec les militaires. Hein, ce n'est pas ce que je recherche quand je vais en Israël. Je parle avec des soldats, mais je veux dire, ce n'est pas mon domaine de travail, disons. René, beaucoup plus. Mais en gros, oui, on quitte l'armée quadragénaire, quoi, disons, pour pas donner d'âge précis. Et je crois que tu as raison. Bon, il y a une part, c'est que
c'est lourd. Hein. En Israël, c'est pas une armée comme l'armée française, dont une petite partie est combattante, mais l'essentiel ne l'est pas. L'armée israélienne, elle se paye, voilà, on sait ce qu'elle fait. Enfin, je veux dire, aussi bien en Cisjordanie que quand elle attaque Gaza, quand elle s'en prend à l'Iran. Enfin, on connaît tout ça. Donc, c'est sûr que les gens sont usés assez vite, plus vite que dans d'autres professions. Je suis pas sûr que militaire soit vraiment une profession, mais bon, on peut en discuter. En revanche, je crois que là, tu as tout à fait raison. L'idée des fondateurs d'Israël a toujours été qu'Israël soit un peuple en armes, pas au sens des révolutionnaires qui rêvent d'un peuple en armes, on connaît ça en Amérique latine par exemple, mais un peuple en armes, c'est-à-dire que l'armée est une institution centrale de l'ensemble de la vie économique, sociale, politique, culturelle. Une des radios les plus écoutées en Israël, c'est la radio de l'armée. D'ailleurs, elle n'est pas forcément une radio de propagande, ça dépend des périodes, ça dépend avec qui et comment, mais bon, voilà, ça compte. La plupart des start-up, dont j'ai parlé tout à l'heure, à propos du papier de Badalak, la plupart des start-up ont été créées par des officiers qui ont quitté l'armée quadragénaire et qui avaient été formés par l'armée dans tout ce qui est high-tech. Mais quand je dis la plupart, c'est vraiment la plupart. C'est-à-dire, j'ai fait, quand j'étais tout jeune au monde diplomatique. Au monde diplomatique, quand on a 40 ans, on est très jeune. Hein, donc voilà. Historiquement, hein, aujourd'hui, ils sont plus jeunes, bien sûr. Mais j'avais fait en 95, voilà, pour donner la date, une enquête de 3 semaines. C'était ça, et c'est toujours le plaisir du monde diplomatique, c'est que c'est pas Coco, tu y vas 3 jours et tu ramènes ton papier. Tu as 15 jours, 3 semaines pour faire un vrai travail en profondeur sur le high-tech israélien. Mais à l'époque, c'était tout neuf. Et ça m'avait frappé. Toutes les entreprises de high-tech que j'avais été rencontrer, c'était tous, ou ils étaient en uniforme, ou l'uniforme n'était pas loin. C'est-à-dire, ils sortaient tous de l'armée. Et ça explique la vigueur du high-tech israélien pendant, disons, une dizaine ou une quinzaine d'années. Une vingtaine d'années même, on peut dire. Parce qu'il y avait les cadres, la formation nécessaire et des investissements formidables de l'État. Donc, oui, tu as raison, je pense qu'il y a dans le fait de libérer les officiers vite une volonté politique très claire de tenir la société et de la faire tenir autour de l'armée. D'ailleurs, n'importe quel militant pacifiste ou antisioniste ou radical israélien vous expliquera que le plus dur, c'est de toucher à l'armée. On peut dire beaucoup de choses en Israël, beaucoup plus qu'en France. On peut être extrêmement vigoureux, plus que vigoureux, quand on parle des dirigeants politiques, ce n'est pas un problème. Mais l'armée, on ne peut pas y toucher. La preuve, c'est les problèmes qu'a eu Breaking the Silence, qui est une association de soldats qui ont fait leur service militaire, ou leur réserve d'ailleurs, la période de réserve, en Cisjordanie, ou à Gaza à l'époque, et qui témoignent. Ils ont, je crois, rassemblé de mémoire 2000 témoignages, vidéos filmés, où les soldats disent vraiment ce qu'ils ont fait. Ils racontent, pas tout, mais beaucoup de choses horribles. Eh bien, Breaking the Silence est l'objet d'une persécution toute particulière, beaucoup plus que B'Tselem, beaucoup plus que d'autres groupes pacifistes ou d'opposition israéliens, parce que ça touche à, je peux dire, une des colonnes vertébrales, avec la religion quand même, de la société israélienne. Et donc, par exemple, Naftali Bennett, qui à l'époque était ministre de l'Éducation, mais pas Premier ministre, a fait voter une loi, vous vous rendez compte, une loi à la Knesset, de mémoire 2016, qui interdit à Breaking the Silence d'intervenir dans les établissements d'enseignement. Vous imaginez une loi votée par l'Assemblée nationale et le Sénat qui décide que Amnesty International ne peut pas faire de conférences ou d'interventions dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. C'est incroyable. Eh bien, ils ont fait une loi. Ils ne l'ont pas faite pour les autres mouvements pacifistes, ou même les anarchistes contre le mur, ou des mouvements même très radicaux. Mais
Breaking the silence touchait à un pilier de la société qui est l'armée. Et comme vous le savez, l'armée prétend avoir des armes pures. C'est le discours israélien toujours aujourd'hui. L'armée est propre. Or, c'est une armée, comme toutes les armées coloniales, ce n'est pas spécifique à celle-là, qui est une armée qui commet beaucoup de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, on n'est pas dans les crimes. Enfin, si vous avez vu des images des jeunes Palestiniens allongés dans Al-Aqsa, ligotés, bras et mains, ou des images de drones jetant du gaz sur l'esplanade des mosquées, on est quand même au-delà de la répression à laquelle on est habitué. Ou la dame qui a été tuée par 3 soldats. Absolument. Elle était malvoyante. Oui, oui. Et elle n'entendait pas leur... Oui, oui, absolument. Ils l'ont tiré comme... Oui, mais il y a eu beaucoup de cas. Vous savez, enfin, on va en reparler peut-être, je ne sais pas. Jamais, depuis 20 ans, enfin, depuis la fin de la seconde intifada, pas tout à fait 20 ans, 17 ans, on a eu autant d'assassinats de Palestiniens. Officiellement, selon l'ONU, mais c'est des chiffres officiels de OCHA, et tout le monde... Personne ne nie ces chiffres, y compris les dirigeants israéliens et les services de propagande ne nient pas ces chiffres. 341 assassinats en 2021, contre 30 en 2020. Et si on parle de cette année, 2022, on est déjà à 37. Et là-dedans, au total, il y a une centaine de mineurs. De mineurs. Je ne dis pas enfants, parce que ce n'est pas des enfants. Pour la plupart, ils ont 16, 17, 18 ans. C'est des ados, quoi. Voilà. Donc c'est quand même une armée et une police, mais enfin c'est essentiellement l'armée, qui est montée en puissance dans le crime de guerre, quoi. Et ça, c'est des choses... moi, souvent, quand on parle avec des responsables politiques israéliens, ça arrive, moi je leur dis, vous savez, vous le payerez. Parce que les gens qui font ça, quand ils rentrent chez eux, ils sont comme ça. Il faut savoir qu'Israël est un pays qui est un pays record dans le monde occidental, disons OCDE, de violence contre les femmes. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu la Covid, hein. C'est aussi parce qu'un soldat qui a fait des horreurs en Cisjordanie, il a tendance à en faire aussi chez lui, à un moindre degré. Par rapport à la question, on a vu récemment des événements à Jérusalem. Et là, il y a un papier sur l'hypocrisie, sur la bonne entente entre Arabes et Juifs. Maintenant, il y a des groupes qui s'affichent d'une manière tout à fait normale pour appeler à tuer les Arabes. Devant les caméras, tout le monde bien sûr, on ne les voit pas en France, on les voit très peu. Mais il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, il suffit de lire Haaretz, ou regarder la télé israélienne, pour voir ces groupes, je dirais peut-être des fanatiques, mais ils sont assez nombreux, qui se massent devant l'esplanade, qui appellent avec haine profonde à tuer les Arabes, pas à les chasser ou à les emprisonner ou à les réprimer, à tuer les Arabes. Est-ce que c'est aussi le courage, ce courage de faire ça et de le montrer et de le promouvoir, c'est dû à l'impunité ancrée dans l'esprit de ces gens-là, que personne n'osera leur dire quoi que ce soit parce qu'ils ont eu un passé quelconque. Et ça nous renvoie au papier sur Shoah et Nakba. Là, quand les Ukrainiens, Zelensky, il a évoqué génocide, j'ai vu qu'il a été attaqué parce que le génocide, c'est réservé. C'est réservé, oui, oui.
Alors, comment tu expliques Bon, ça? il faut dire plusieurs choses parce que c'est un sujet compliqué, il ne faut pas le manier avec légèreté, hein, bien sûr. Le racisme anti-arabe, il est consubstantiel, qu'on le veuille ou non, du projet sioniste. Ça ne veut pas dire que tous les sionistes sont racistes ou que les fondateurs du sionisme étaient racistes. Je ne le pense pas. C'était quand même des Occidentaux qui avaient un regard orientaliste sur le monde arabe et sur les Palestiniens. Mais le fait même de vouloir construire un État juif, à majorité juive, sur un territoire peuplé au départ par 95% d'Arabes, c'était ça du temps de Herzl, quand Herzl écrit son livre L'État des Juifs, il y a 95% d'Arabes, musulmans ou chrétiens, beaucoup plus de chrétiens que maintenant, hein, parce que entre-temps, l'épuration s'est opérée plus facilement avec les chrétiens, parce que les chrétiens ont plus de réseaux, enfin, tu connais ça, par la Syrie et le Liban, il y a plus de facilité à partir quand on est chrétien que quand on est musulman. Hein, on peut Et dire ça. les pays donnent beaucoup plus facilement Voilà, les visas voilà, pour les chrétiens. voilà. Donc, première idée, le racisme, il est consubstantiel d'un projet de spoliation et de disparition d'un pays et de remplacement, en fait, d'une population par une autre. Ça, c'est quand même le fond. C'est la toile de fond. Deuxièmement, il y a des événements, des moments de l'histoire qui font monter le racisme. Il y a évidemment le moment fondateur qu'a été la Nakba, au sens de l'expulsion des 4/5 des Palestiniens entre 1947 et 1949. Évidemment que, contrairement à ce que racontent beaucoup d'anciens qui ont fait cette guerre, il en reste, hein, qui sont vivants, avec qui moi j'ai parlé. J'ai fait un livre sur les nouveaux historiens israéliens. J'en ai rencontré beaucoup, hein, des témoins, parce que je voulais quand même confronter. Le récit bisounours qu'ils font de la période 47-49 ne tient pas debout. Évidemment, il y a eu 70 massacres, hein, pendant cette guerre, entre 47 et 49. 70 massacres. 3 de juifs, le reste d'arabes. Quand on massacre, on a besoin d'être raciste. Je veux dire, il faut qu'on ait une raison. On sait très bien comment se préparent des opérations d'expulsion, a fortiori génocidaires. Ce n'était pas le cas là, ce n'est pas un génocide, évidemment. Mais on les prépare aussi en convainquant les troupes qu'on a affaire, nous qui sommes des êtres supérieurs, à des gens qui sont inférieurs. Et puis on les animalise, hein. Donc les juifs étaient des rats, les titistes étaient des vipères lubriques, etc., etc. Comment disait Jdanov de Sartre, Jdanov, l'idéologue soviétique de l'après-guerre, disait que Sartre était une hyène dactylographe. Voilà. C'est toujours des mots liés à l'animalité. Hein. Donc 48, évidemment 67, parce que voilà, ces Arabes qui sont partis en courant, en laissant leurs chaussures, on connaît tout ça dans le désert, tout est faux dans tout ça, je veux dire, c'est une guerre atroce. Voilà. Ensuite, on a, je ne veux pas refaire toute l'histoire, on a la seconde intifada. Ça, c'est un moment d'exacerbation. Et honnêtement, des deux côtés. C'est-à-dire, je ne compare pas la violence de l'intifada et la violence de sa répression, ce serait stupide. Il y a eu moins de 2000, 1500 morts israéliens et plus de 5000 morts palestiniens. Donc on ne peut pas renvoyer dos à dos. Mais je veux dire, l'exacerbation des sentiments de haine, et tout le monde se souvient des mains de la voiture israélienne qui se fait prendre. Bon, je ne veux pas raconter des choses horribles à cette heure-là, c'est pas bien. Et puis il ne faut jamais trop raconter ces choses-là, parce que ça nous salit tous, ça ne salit pas que ceux qui les ont fait. Donc, je veux dire, il y avait aussi du côté palestinien une grande colère, quoi, une colère qui parfois devenait une colère de haine. Mais du côté israélien, ça a pris des proportions considérables. Et je crois, personnellement, hein, j'en discute souvent, j'étais récemment faire une conférence dans une prison. On en fait, l'IREMO fait beaucoup de conférences dans les prisons. On a un accord avec le ministère de la Justice. Et donc, j'avais affaire à des prisonniers, je ne vais pas dire qui, je n'ai pas le droit de le dire d'ailleurs. Et on a discuté, est-ce que les attentats kamikazes, on peut les accepter ou non? Et moi, j'ai dit, bon, moralement, à mon avis, à moi, c'est inacceptable,
parce qu'on choisit au hasard des civils innocents, d'ailleurs beaucoup étaient arabes, hein, dans les victimes des attentats kamikazes du Hamas ou d'autres, mais aussi c'est complètement contre-productif. Parce que toute une génération d'Israéliens a été fermée à toute idée de paix durablement, parce qu'il y a eu 1500 morts, dont 800 dans des attentats kamikazes. Et je ne veux pas insister, mais j'ai assisté à quelques secondes près à un attentat kamikaze en plein Tel Aviv. J'étais en reportage. Je suis arrivé pour voir les gens de ce qui s'appelle Zaka, je crois, qui ramassaient les petits bouts de corps. Donc, il faut imaginer que ça marque une population. De la même manière que les Palestiniens ont été marqués durablement, la génération palestinienne de l'intifada, par la brutalité, la sauvagerie de la répression israélienne, des bombardements avec des avions de chasse, avec des choses inouïes, Jenin en 2002. Tout ça, je veux dire, explique une exacerbation. Après, la grande différence, et c'est là que je réponds à ta question, excuse-moi d'avoir fait une progression, parce que sinon, la grande différence, c'est qu'avant, on n'était pas fier d'être raciste. Peu. Maintenant, il y a une partie importante de la société israélienne qui est raciste et fière de l'être. Et je vais donner un exemple. Il en parle, Sylvain Sipel, dans son article sur la mémoire Shoah-Nakba. Peut-être vous connaissez ça, je ne sais pas. Le pionnier des nouveaux historiens israéliens, c'est-à-dire ces historiens qui, dans les années, fin des années 80, début des années 90, ont raconté la vraie guerre de 48, pas complètement, mais quand même assez largement. Le pionnier, c'était un juif américain qui s'appelait Benny Morris, qui a fait le premier livre en 87, qui s'appelait The Birth of the Palestinian Refugee Problem, la naissance du problème des réfugiés palestiniens. Dans tout son livre, à l'époque, c'était un jeune intellectuel progressiste, disons, pour aller vite, il racontait tout ce qu'il avait vu dans les archives sur le fait qu'on avait mené une politique d'expulsion. Alors il discutait sur le fait si c'était pensé, pas pensé, préparé, pas préparé, mais enfin, il ne cachait rien de la caractère massif et extrêmement brutal de pour virer 4/5 d'une population. Ça ne peut pas se faire avec du thé à 5 heures. Hein. Mais voilà, il fait ce boulot, Benny Morris. Il faut lui en savoir gré. Il a fait un travail pionnier. D'autres, après, l'ont fait. On connaît Inal Papé, on connaît... Bon. En 2004, Sharon est au pouvoir. Benny Morris fait volte-face. Il devient sharonien. Est-ce que vous croyez qu'il nie ou qu'il conteste ce qu'il a lui-même trouvé, qui prouvait l'opération d'expulsion? Pas du tout. Il dit « Je ne retire rien de ce que j'ai écrit, de révélations que j'ai faites, je ne regrette pas de les avoir faites, mais je vous dis aujourd'hui, oui, nous avons expulsé les Palestiniens parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Si on voulait créer un État juif, il fallait virer, alors lui il dit 750 000 Palestiniens. » Et il justifie, mais en termes, je ne les ai pas sous la main, mais je pourrais vous les faire passer. J'ai fait un article là-dessus sur les deux Benny Morris, quoi. Hein. J'ai fait la préface d'un livre de Norman Finkelstein où je raconte ça. Le texte est stupéfiant. D'ailleurs, le journaliste d'Haaretz le regarde et ne comprend pas. Il dit non, j'ai pas honte du tout. Pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Pour faire un sale boulot, il faut... Voilà. Et c'est-à-dire, vous voyez, ce Benny Morris-là est le symbole de l'évolution de la société israélienne. C'est-à-dire, avant, on n'admettait pas, ou si on l'admettait, c'était du bout des lèvres, avoir fait des choses, voilà. Maintenant, on les fait et on les dit. Alors, ajoutons à ça, mais je ne voulais le dire qu'après avoir dit tout ça, la responsabilité personnelle d'un homme qui s'appelle Benjamin Netanyahou. Parce que lorsqu'il a eu perdu 3 élections, il a pensé que la seule manière de sauver son pouvoir de Premier ministre et d'éviter les procès, dans lesquels il est maintenant pris, c'était de créer un désordre épouvantable pour pouvoir
être l'homme de l'ordre qui réprime. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien connu maintenant, ça n'est plus une révélation. Il a fait un accord avec deux groupes que moi j'ai tendance à qualifier personnellement de judéo-nazis. On peut dire d'extrême droite si on ne veut pas utiliser le mot nazi, mais je maintiens le mot nazi parce que ce sont des suprémacistes. Pour moi, tous les suprémacistes, blancs ou pas blancs, voilà, pour moi c'est de la famille du nazisme. Il y a d'une part Itamar Ben-Gvir, qui est député, le seul député de son groupe. C'est un groupe qui s'appelle Force Juive, Otzma Yehudit, si ma mémoire est bonne, qui est l'héritier affirmé du rabbin Kahan. Je rappelle qu'en 1994, la Knesset a interdit le parti Kach du rabbin Kahan pour racisme. Lui, il en est l'héritier. Et c'est Netanyahou qui lui a permis, par cette alliance, de venir. Avec un homme qui n'est pas plus ragoûtant, qui s'appelle Bezalel Smotrich, qui est dirigeant du parti sioniste religieux. Il a une particularité, c'est qu'il est aussi raciste, ultranationaliste que Ben-Gvir, mais en plus il est homophobe. Donc son obsession, c'est d'en finir avec les homosexuels, ce qui en Israël n'est pas quand même tout à fait mainstream, on peut dire les choses comme ça. Donc ces deux hommes, et notamment Itamar Ben-Gvir, sont au cœur de toute l'hystérie raciste de l'année écoulée. C'est eux qui ont été faire les ratonnades à Jérusalem il y a 1 an. C'est eux qui ont essayé d'organiser la confiscation des maisons du quartier de Sherjara. C'est eux qui ont provoqué les premières violences sur l'esplanade des mosquées il y a 1 an et cette année. Parce que c'est ça qui n'a pas été dit par mes confrères. Parfois, je me demande comment ces jeunes journalistes, ou journalistes plus jeunes en tout cas que moi, sont formés. Tout le monde nous a dit des affrontements, de part et d'autre, les uns les autres. Mais non, tout le monde sait, en Israël, tout le monde le sait. Ce sont des groupes de judéo-nazis et de colons extrémistes qui sont montés sur l'esplanade sans arrêt, pas seulement pour prier, ce qui est interdit aux Juifs par le grand rabbinat, c'est pas un problème c'est pas une discrimination. Le grand rabbinat, toujours, depuis 1967, a dit on ne va pas sur l'esplanade. Parce qu'il y a le premier temple, dessous, on n'a pas de trace, mais enfin, on considère qu'il y avait le premier temple. Donc, marcher dessus, c'est marcher sur le premier temple, c'est blasphématoire. Mais en plus, ces gens voulaient y prier et y faire des sacrifices, réaliser des sacrifices. C'est ça qui a produit la résistance des jeunes Palestiniens qui se sont sentis agressés. Alors après, la police, évidemment, au lieu de réprimer les colons et les extrémistes, s'est tournée contre les Palestiniens qui se sont défendus comme ils pouvaient. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de jeter des pierres en haut du mur des lamentations, mais où est le problème? Le problème, c'est l'origine même. Et du coup, disons qu'on a eu, je le disais tout à l'heure, je répète, un déploiement de violence jamais vu à Jérusalem. Jamais vu à Jérusalem. On en a vu à Jérusalem, mais pas ça. On n'a pas vu des fidèles musulmans ligotés, pieds et mains liés, allongés dans la mosquée Al-Aqsa. Des drones qui jettent du gaz. Enfin, en plus, le gaz, quand même, je veux dire, je serais un dirigeant israélien, je veux dire, quand même, le gaz. Voilà, c'est-à-dire, on sent là une montée progressive qui maintenant prend des proportions extrêmement graves. Et moi, je le dis franchement, j'ai écrit un petit papier pour l'exprimer clairement, je ne comprends pas comment les dirigeants du Meretz, du parti sioniste de gauche, théoriquement, et même du parti travailliste, peuvent rester dans cette coalition sans rien dire. Bon, qui ne casse pas tout, mais au moins qui s'exprime. Moi, je crois que si Meretz, le parti travailliste, le parti RAM, qui a d'ailleurs gelé, bon, c'est pas grand-chose gelé, le gel, c'est pas... Mais aussi la liste arabe d'Eman Odeh, si tous avaient dit stop ou la coalition saute, je ne suis pas sûr que Bennett et Lapid auraient laissé faire leur police comme elle l'a fait
C'est-à-dire, on pouvait très bien, c'est pas des groupes très importants. Les Chava, par exemple, le groupe La Flamme, qui est un groupe d'extrémistes, c'est quelques centaines de personnes qui sont capables d'en réunir quelques milliers. Mais je veux dire, on peut les réprimer, on peut empêcher, si on veut, si la coalition, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, ou les deux têtes, disons, de la coalition, veulent réprimer ces gens-là et arrêter, ils pouvaient le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait, à mon avis, aussi parce que Meretz, travaillistes, RAM et la liste arabe n'ont pas dit clairement, c'est fini. Si vous continuez, on arrête, il n'y a plus de gouvernement. Et on ne nous fera pas peur avec Netanyahou qui revient, parce qu'au fond, cette coalition, moi je l'avais écrit dès le début, c'est le pâté d'alouette. Il y a un tout petit peu d'alouette d'ouverture, et puis le reste c'est du cheval et ça cogne. Donc on ne peut pas, je veux dire, permettre à Bennett et à Lapid impunément de se livrer en plein Ramadan, en pleine Pâques, à une répression pareille. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est peut-être ce qui a le plus choqué les gens, parce qu'évidemment, c'est des chrétiens, donc on a une sensibilité particulière en Europe pour les chrétiens, mais ils ont fait le tri des chrétiens. Il y avait des policiers, tu as vu ces images, qui étaient sur la Via Dolorosa, qui disaient, vous êtes des chrétiens étrangers, passez, palestiniens, pas. Enfin, on est au-delà du pensable, hein. Oui, c'est vraiment, dans toute la région, on est au-delà du pensable. Oui, mais... Et comme tout à l'heure, quand tu as dit que les racistes qui se cachaient auparavant, qui se montrent maintenant, ils s'affichent, ils sont presque fiers de l'afficher, je crois que c'est un phénomène universel, parce qu'en France, avant, les gens qui votaient FN, ils ne le disaient pas publiquement. Maintenant, ils sont fiers. Alors je crois que c'est un développement en arrière qui touche l'ensemble de l'humanité. Oui, mais si tu veux, quand on se veut, et c'est l'ambition du judaïsme, une lumière du monde, on ne peut pas faire des choses comme ça. Je ne compare pas à d'autres, mais je veux dire, je vois le discours qui est tenu. Je ne parle pas du discours des dirigeants, là. Je ne parle pas de la Hasbara. Je parle de la manière dont beaucoup de juifs considèrent que le judaïsme, c'est les Lumières, etc. On ne peut pas faire des choses comme ça. Et il y a une chose qui est absolument incomparable, quand même. Moi, je ne connais pas d'autre Premier ministre que Bennett, qui ait dit, j'ai la source, en 2013, il n'y a aucun doute là-dessus, dans ma vie, citation, dans ma vie, j'ai tué beaucoup d'Arabes, ça ne pose pas de problème. C'est un Premier ministre. Vous imaginez Castex, bon, le pauvre Castex, en train de dire des choses, non. Quel Premier ministre dirait ça? Moi, j'en connais pas. C'est un vrai problème, hein. C'est quand même l'État que toute la communauté internationale autorise à faire des choses illégales aux yeux du droit international depuis, je ne parle pas d'avant 67, mais au moins depuis 67. Donc il y a quand même un problème là. On ne peut pas... Je veux dire, Macron, il a été serré la main de Bennett pour régler l'affaire de Pegasus. Nous, on n'en a pas entendu parler, mais il a réglé. C'est-à-dire, ils ont fait en sorte qu'aucun numéro français, disent-ils en tout cas, ne puisse être à nouveau appelé, infecté par Pegasus. Je demande à voir, hein, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. La prochaine fois qu'il va le voir, il va lui dire quoi sur Jérusalem? Enfin, il y a un vrai problème pour la communauté internationale. On n'aime pas Poutine, on sait pourquoi. Je ne compare pas la guerre d'Ukraine et Jérusalem, mais enfin quand même, si on est fâché de ce que fait Poutine en Ukraine après l'avoir fait et continuer à faire en Syrie, évidemment, à ce moment-là, on doit aussi être au moins un peu fâché avec Bennett sur l'attitude qui est celle de sa coalition. Je ne parle pas en général du problème et de la politique israélienne, je parle de cette coalition qui relance la colonisation, qui réprime, qui tue près de 400 Palestiniens en l'espace d'un an et demi quand même. 400 Palestiniens en un an et demi. Et 13 Israéliens ont été tués. 413. On est quand même dans... Il y a un vrai problème. Je ne nie pas, tu as raison, que ce soit un mal
très répandu, mais je trouve que la personnalité très affirmée de Bennett, le fait que tout le monde ait trouvé que c'était une très bonne idée de mettre Bennett plutôt qu'un homme plus à gauche, parce que comme ça, on allait... Ouais, les résultats, c'est pas probant. Ce qui est juste dans ce que tu dis, en plus, tu as quand même raison, c'est que la clé est la même. C'est que quand il n'y a pas d'alternative de gauche, la nature a horreur du vide et les mécontents vont à droite. C'est les mêmes gens qui soutiennent Netanyahou hier et Bennett aujourd'hui, c'est ceux qui soutiennent Le Pen chez nous. Une bonne partie d'entre eux, s'il y avait une gauche unie autour d'un projet avec voilà, bah, ils ont de bonnes raisons de voter pour cette gauche, mais pour l'instant, la gauche qu'ils ont connue, c'est Mitterrand, Jospin, Hollande. Toujours regarder les facteurs extérieurs à la société, comme le fait que Bush a misé sur le terrorisme, la lutte, etc., qui autorisait beaucoup de gens, d'ailleurs que les opposants sont des terroristes, etc. Je connais l'histoire, donc tous les faits que vous avez mentionnés, mais vraiment, ce qui me frappe, c'est la violence actuelle, qui n'est pas comme la violence du passé. Et tout ce que vous avez dit à propos des contradictions intérieures de cette société m'aide à comprendre. Parce qu'il y a une telle... La haine ne suffit pas pour l'exprimer. Il y a une perversité, un désir de... Je ne dirais pas vengeance, mais il y a comme s'il y avait quelque chose de refoulé qui ne sait pas s'exprimer autrement. Alors, ma question concerne la communauté internationale. Nous savons que les Américains ne vont pas aider, mais moi je ne comprends pas l'impunité avec laquelle les autres pays traitent ce phénomène. Merci. On prend d'autres, oui, il y a pas de, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres, monsieur. Une question par rapport à la société israélienne. Il y a un phénomène que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes Israéliens, quand ils ont des enfants mâles, ils refusent de faire la circoncision. Et je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Oui, oui. Il y a, je ne sais pas combien, 2 ans ou 3 ans, vous étiez en conférence ici et vous avez dit qu'il y en a 2 millions qui portent la nationalité israélienne qui vivent à l'étranger. 1 million. 1 million? Ok. Donc, pour quelle raison, à votre avis? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a à peu près 2 mois, 3 mois, la violation du massacre d'Atantoura. Donc, qui était... c'est-à-dire, je ne sais pas s'il a eu d'impact sur la société israélienne. Bon, on prend la réponse et peut-être... Alors, la communauté internationale, on ne va pas faire un grand discours, il y a une impunité durable, de longue, c'est une très longue période, hein, ce n'est pas une chose nouvelle. Moi, je suis toujours, pas par optimisme, mais par la volonté de voir ce qui bouge, pas ce qui bloque. Enfin, il faut voir ce qui bloque, mais il faut voir aussi ce qui bouge. Je constate quand même que le printemps palestinien de 2021 a fait nettement bouger les lignes. Pas au niveau des gouvernements, mais je constate, c'était un peu avant, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que le boycott était légitime, que c'était un droit citoyen. Jusqu'à maintenant, les dirigeants israéliens ne s'en sont pas remis de cette affaire. Ça les préoccupe énormément. Et d'ailleurs aussi en France. Parce que Jean Castex
a cru bon, après le jugement, l'arrêt de la Cour européenne, de dire nous on continue. Sauf qu'il n'a pas le droit. C'est-à-dire, la Cour européenne des droits de l'homme est une instance juridique suprême qui a condamné la France, la justice française, pour avoir poursuivi des militants de boycott des investissements sanctions. La France a eu 6 mois pour faire appel. Elle l'avait entre juin et octobre, je crois. Elle n'a pas fait appel. Donc, si elle n'a pas fait appel, elle ne peut pas continuer à poursuivre. D'ailleurs, il n'y a pas de poursuite, hein, je constate. Il n'y a pas de nouveau procès. Ils disent que ça continue, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, ou alors il fallait faire appel. En tout cas, c'est un point très important de progression. Deuxième point, nous avons ces 3 rapports, B'Tselem, Human Rights Watch et maintenant Amnesty, qui non pas disent c'est de l'apartheid, qui démontrent d'une manière absolument éclairante, on peut discuter évidemment tel ou tel aspect, mais globalement, il n'y a plus photo. Hein. On est devant la démonstration qu'il s'agit bien d'un système d'apartheid. On ne parle pas que de la Cisjordanie, on parle de l'ensemble du système israélien. Troisièmement, il y a 2 enquêtes internationales qui ont été décidées et qui vont se faire. Celle de la Cour pénale internationale, qui porte sur les événements à partir de 2014, donc la guerre de Gaza de 2014. On sait que le dossier est lourd, très lourd. Et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui lui aussi a ouvert une enquête. Précision importante, l'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies inclut le territoire israélien en toutes lettres. Ce n'est pas seulement ce qui s'est fait dans les territoires occupés, d'ailleurs les Nations Unies disent le territoire occupé, parce que c'est un seul élément, une seule entité politique, mais y compris Israël, c'est écrit y compris Israël. Donc les lynchages, les violences, par exemple à Al-Aqsa, etc. On est devant des phénomènes qu'on n'a jamais eus. Est-ce que ces enquêtes aboutiront ou non? Mais quand même. Ça de mémoire, il n'y a jamais eu d'enquête internationale décidée par des organismes aussi importants que la CPI et le CDH ONU. Dernier point, c'est pour dire l'aspect, le bon côté de la médaille. Hein. Après, le mauvais côté, c'est la complicité active ou passive qu'on sent, je veux dire. Même quand on est écouté par Pegasus, on n'en fait pas un scandale. Il y avait de quoi quand même. Moi, je ne sais pas. Enfin, les gouvernements qui ont été espionnés jusqu'au plus haut niveau par Pegasus, ils pouvaient au moins virer les ambassadeurs, leur dire reprenez vos ambassadeurs, on discutera plus tard. Au moins ça, au moins, par dignité. Je ne parle même pas d'efficacité. Donc, dernier point très intéressant, je vous invite à le regarder de près, je ne vais pas développer longuement. Chaque année, l'Assemblée générale, à la fin de sa session, donc en décembre, des Nations Unies, vote sur un texte. Le texte n'a pas grande importance, parce que c'est le même chaque année. Ça s'appelle le droit du peuple palestinien, les droits nationaux du peuple palestinien, y compris à un État. Ce qui est intéressant, c'est qui vote. Ça fait 3 ans maintenant qu'il ne reste plus que 5 voix contre. 5. Israël, c'est logique. États-Unis, on comprend. Et puis 3 puissances géopolitiques mondiales. Micronésie, île Marshall et Palau. Vous imaginez que ces 3-là, on peut acheter, enfin bon, je ne veux pas dire des horreurs publiquement, mais on imagine, hein, voilà, comme le jour du vote du partage. Hein. C'est très intéressant. Si vous avez l'occasion, qu'est-ce qui s'est passé entre le premier vote sur le partage, début octobre 47, et puis le vote du 29 novembre. Regardez quelles délégations ont changé d'avis et quelles pressions se sont exercées. Par exemple, vous savez que la France ne votait pas le partage au départ. Ah oui, oui. La France ne voulait pas voter le plan de partage, parce qu'elle avait peur pour le Maghreb français. Voilà. Et puis, voilà, on a dit aux Français, ah, vous ne serez pas dans le plan Marshall. Vous n'aurez pas le plan Marshall. Et la France a voté le partage. Bon, c'est pour dire que, bon, il faut regarder de plus près comment les votes se font. Mais quand même, voilà un pays qui est mis en cause gravement depuis au moins 67, pour ne pas remonter plus loin,
il n'a plus que 5 défenseurs publics à l'ONU. Ça n'empêche pas tous ceux qui votent les résolutions ou qui s'abstiennent voilà, de se taire, de ne pas bouger quand il se passe ce qui s'est passé à Jérusalem, mais quand même, c'est le signe que la cause devient difficile à défendre. Bon, les accords d'Abraham, moi j'attends de voir quels sont les prochains candidats. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Bon, le roi du Maroc, on comprend, on lui a donné le Sahara, il attendait ça depuis longtemps. Les Soudanais, les pauvres, voilà, ils étaient sur la liste terroriste. Bon. Les Émiratis, il n'y a même pas besoin de justification, c'est juste les avions, les F-16, etc. Donc là, on est devant, à mon avis, une période un peu difficile pour les accords d'Abraham. On va voir comment ça évolue. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu vas être mieux informé que moi. J'ai l'impression qu'on est dans une période un peu compliquée pour réinstaller la logique, d'autant que les Israéliens ont beau crier, pleurer, enfin je parle des Israéliens, des dirigeants israéliens, hurler, etc., on sent que la détente est à l'ordre du jour entre les pays du Golfe et l'Iran. Et que sans doute, un jour ou l'autre, on apprendra que les Américains ont signé et que les autres vont signer aussi, parce que l'ère du temps est plutôt vers ça. Or, les accords d'Abraham, c'était fait pour quoi, en fait? Qu'est-ce qui était le background des accords d'Abraham? C'était d'être ensemble, Arabes et Israéliens, contre l'Iran. Donc, du coup, il y a une des motivations importantes des accords d'Abraham qui est en train de tomber, quoi. Donc, moi, je veux pas être optimiste, mais je veux dire, voyons le mur devant lequel on est, sans plaisanterie sur le mur. On est devant un mur qui est difficile à pousser, il est solide, ce mur, mais en même temps, on sent qu'il y a des brèches, quoi, qu'il y a oui, on sent que au niveau des organisations internationales, parce que Human Rights Watch et Amnesty, c'est pas des petits groupes gauchistes, hein, quand même. La CPI non plus, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU non plus, on n'est pas devant, voilà. Ensuite, bon, je ne peux pas me prononcer sur honnêtement, parce que j'ai pas suffisamment d'éléments sur les circoncisions. J'ai aussi entendu parler de ça. C'est-à-dire, on a l'impression que l'aspiration à la laïcité dont j'ai parlé, qui est vraiment un phénomène vérifiable, quoi. C'est une enquête de Khidouche chaque année, année après année, avec les mêmes questions, etc. Donc c'est, disons, un appareil critique solide pour cette enquête. Elle s'accompagne, cette aspiration à la laïcité, d'une certaine sécularisation de la vie quotidienne des gens. Et ça m'amène alors à la question sur le million d'Israéliens. Donc je confirme qu'il n'y a pas de chiffre officiel, ça n'existe pas en Israël qu'on dise d'une manière ou d'une autre qu'il y a des citoyens qui ne sont plus en Israël, ça c'est impensable de le dire, et toutes les mesures sont prises pour l'empêcher. Je ne sais pas si j'avais raconté la dernière fois, je le redis, une amie personnelle qui a vécu une bonne dizaine d'années en Israël, qui y retourne pour voir 20 ans après, plus de 20 ans après. Et à l'aéroport, quand elle arrive, on lui dit « Madame, vous êtes israélienne ?» Elle dit « Non, non, je suis française. » « Non, non, vous avez un passeport israélien, c'est marqué sur notre fichier. » Elle dit « Je l'ai eu. » « Non, non, vous êtes toujours israélienne. Si vous voulez repartir, il faut aller chercher le passeport au ministère de l'Intérieur. » Vous imaginez, c'est quelqu'un qui n'a pas un rôle politique ou journalistique. Voilà. C'est-à-dire la préservation des citoyens et de leur citoyenneté, elle est très organisée. Hein. Donc quand on sait que, alors là je précise, entre 600 000 et 1 million de citoyens israéliens juifs vivent désormais hors d'Israël, ça a du sens, puisqu'on parle d'un pays qui a 6 900 000 citoyens juifs. 6 900 000. Donc si 1 million, ou même un peu moins, n'y sont plus, ça a du sens. Imaginez les chiffres équivalents pour la France, hein, ça nous ferait une diaspora impressionnante, hein, quand même. Donc, on ne peut pas dire que c'est pour des raisons politiques au sens strict, mais à mon avis, c'est un mélange de beaucoup de choses de la vie.
Il y en a qui font des études ailleurs, ça existe. Il y en a qui font du business, beaucoup de business, ça existe aussi. Il y en a qui tombent amoureux, qui fondent une famille ailleurs. Et puis, il y a ce que moi je connais, dont je peux témoigner comme journaliste, c'est-à-dire plein de gens que j'ai vus en Allemagne en particulier. Il semble qu'il y ait près de 100 000 Israéliens, citoyens israéliens, qui vivent en Allemagne. C'est-à-dire qui ont choisi, je parle cash, comme disent les jeunes, qui ont choisi de vivre dans l'ancien pays qui, voilà, ou dans la capitale d'eux. C'est pas rien, je veux dire, pour un juif israélien, d'aller vivre à Berlin ou en Allemagne, ça a quand même du sens. Bon, ce que je connais, c'est pas une opposition politique au sens on n'est pas d'accord avec la politique de Netanyahou, de Bennett, c'est un doute. Est-ce que tout ça ne va pas mal tourner? Est-ce que j'ai envie que mes enfants vivent là-bas? Au fond, Israël est le lieu le plus dangereux pour les Juifs au monde. Il n'y a pas un lieu aussi dangereux. C'est la réalité, due au conflit avec les Palestiniens, et on sait pourquoi il y a ce conflit. Donc, moi, je pense que c'est ça, c'est un doute. C'est l'idée que, voilà, c'est dangereux. Si vous voulez, la génération de mon père, par exemple, Israël, mon père n'y a presque jamais été, il n'avait pas d'attache particulière, il n'aimait pas trop y aller, il le dit dans un livre qu'il a fait avec moi, mais c'était quand même un refuge au cas où. Hein, si ça recommence, si, voilà, pour des gens qui ont vécu la guerre, voilà, il y a un lieu où on peut aller. Ben, on a l'impression que pour un certain nombre d'Israéliens, pas la majorité, mais quand même 1 million ou 600 000, c'est pas rien, c'est l'inverse maintenant. C'est-à-dire, il vaut mieux être ailleurs, parce qu'on ne sait pas comment ça va finir. Et c'est pas, comment dirais-je, un raisonnement complètement idiot, parce que tout ça n'est possible que si les États-Unis continuent à soutenir à bout de bras, à financer, à armer. Mais qui dit que ça va durer éternellement? Qui dit que, compte tenu de ce qu'on sait, on en parlait tout à l'heure sur l'évolution de l'opinion américaine et de l'opinion juive en particulier, les futurs dirigeants américains seront convaincus qu'il faut continuer à dépenser 4 milliards de dollars par an à cautionner des opérations aventuristes ou aventurières, à cautionner des choses qui sont très mauvaises pour l'image des États-Unis. Et puis, enfin, je ne veux pas insister sur cet aspect-là, parce que je ne veux pas ouvrir un autre débat, mais quand même, je veux dire, Israël a voté la résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine, mais n'applique pas les sanctions, ne fournit pas d'armes à Kiev, fait le tri des réfugiés ukrainiens, c'est-à-dire ceux qui sont juifs peuvent rentrer, ceux qui ne le sont pas, non, ou on peut discuter dans quelques cas, mais massivement, c'est que des juifs qui sont admis en Israël, venus d'Ukraine. Tout ça, c'est quand même assez lourd. Hein. On ne peut pas avoir la volonté d'être une lumière, voilà, et y compris sur un dossier comme celui de l'Ukraine, qui est quand même fondamentalement, je ne dis pas simple, ce serait absurde, mais clair. On a une armée de crimes de guerre. Enfin, ce n'est pas des crimes de guerre de l'armée, c'est une armée de crimes de guerre qu'on a déjà vu en Syrie, qu'on le voit à nouveau ici, qu'on a vu ailleurs avec Wagner, au passage. Hein. Vous avez vu l'histoire du Mali, s'il allait vérifier. On essaye de mettre sur le dos des Français des assassinats commis par les mercenaires. Bref, tout ça, moi je comprends très bien que des Israéliens, comme je les connais, puissent dire, bon ben, mettons nos enfants ailleurs, on verra plus tard. Et ça, c'est quand même un très mauvais signe. Tantoura, honnêtement, c'est passé comme une lettre à la poste, parce que, je le disais tout à l'heure, tous les Israéliens savent, consciemment ou inconsciemment, qu'il y a eu une série de massacres pendant la guerre de 47-49. Celui de Tantoura est très connu, parce qu'il a fait l'objet d'un procès entre un élève d'Ilan Pappé, qui s'appelait Théodore Katz, un kibbutznik, qui avait fait son mémoire sur le massacre de Tantoura. Les anciens de Tantoura, qui avaient commis le massacre, avaient nié et attaqué. Le gars avait été condamné.
Là-dessus, Ilan Pappé avait été viré de fait. Il n'a pas été licencié, mais enfin, il ne pouvait plus y rester à l'université de Haïfa. Donc, ça n'a surpris personne quand un certain nombre d'autres anciens de Tantoura ont dit, mais bien sûr, les corps sont là. Et on a ouvert la plage, notamment, la plage, et on a trouvé les corps. Donc, c'était, je ne dis pas que c'était sans importance, mais pour les gens, c'était une confirmation. Et ce qui m'a frappé, c'est faites l'expérience, allez regarder sur Internet qui en a parlé en France. C'est pourtant une affaire qui a rebondi longuement pendant des années. Il y avait le procès, Pappé, l'université. Qui en a parlé, hein? Le Monde, l'Humanité, Libé, c'est tout. Pas de télé, pas de radio. Figaro, ils ne connaissent pas. Là, voilà. Non, c'est très... voilà, là, on n'est pas dans... On ne peut pas renvoyer la responsabilité aux hautes sphères. Nous sommes, nous, journalistes, enfin moi en tout cas, et d'autres, dans des journaux, et au moins on peut se battre pour qu'on parle de choses comme ça quand c'est l'actualité. Ce n'est pas un harcèlement de qui que ce soit, c'est l'actualité. Ben non, ça n'a pas passionné mes confrères. Ou en tout cas, ils n'ont pas réussi à faire passer s'ils ont essayé, mais je ne suis pas sûr. Merci beaucoup, merci Dominique Vidal, merci pour votre présence et je vous invite à suivre notre webinaire. La prochaine conférence sera seulement en ligne parce qu'on invite Daniel Meyer, qui est professeur suisse, qui se trouve à Genève. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.